7h20, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, François Ouzillot. Il y a Françoise et François d'un côté. Ah oui, c'est un très beau prénom, excusez-moi, c'est autre chose que de s'appeler Philippe. Merci, je vous en prie. Non, vous voulez pas que vous appelez François Samuel Botton, histoire que vous soyez dans l'ambiance. J'aurais voulu, mais être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Bah oui, Samuel, c'est très joli. François, c'est très joli. Statistiquement, ça peut vous amener à devenir président. J'allais C'est vous vrai, dire. Hein, surtout quand on est de gauche. Oui, c'est ça. surtout. C'est ça. Hein. Allez, c'est l'heure de Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et vous, pas François Botton, Samuel Botton, votre seul contre tous, c'est la podcastisation de la campagne présidentielle, autrement dit, la culture du vide. Oui, et je voudrais dédier ce seul contre tous à Karine Le Marchand, qui lors de la première d'une ambition intime a fait basculer nos vies sans que nous le sachions vraiment à ce moment-là. Quel intérêt avions-nous à découvrir la vie intime des différentes personnalités politiques et candidats à la présidentielle? À mon sens, strictement aucun. Et alors depuis, mais c'est finalement un phénomène de société, où les réseaux sociaux pullulent de vidéos de chefs d'entreprise et de politiques parlant sur fond vert, le regard dans le vide et nous racontant des histoires qu'on a déjà entendues 1000 fois. Alors j'explique pour les gens qui n'ont pas allé dans des studios de télé, les fonds verts on les voit pas sur les vidéos, mais on parle devant des parties, des pièces de plastique vertes. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Sur un fond rouge, ou avoir Françoise Degois derrière vous. On connaît ça par cœur. C'est assez troublant. Hein, oui, la première fois, c'est troublant, oui. Et donc, il y a eu un classement de Politico, très bon média, qui a été sorti cette semaine sur les 10 influenceurs et podcasteurs qui feront la présidentielle, tous d'immense qualité. Mais quand je regarde les contenus qui ont été proposés, et ça remonte déjà à la dernière municipale, notamment à Paris, à Marseille, ça commence beaucoup à se démocratiser, je m'aperçois qu'on aborde très peu le fond. On reste vraiment en surface, on parle finalement des ambitions intimes de ces candidats, de comment ils ressentent les choses. Mais le contribuable qui est derrière et qui doit s'apprêter à mettre un bulletin, lui, finalement, il en ressort très peu avec une vision programmatique de ce qui peut être fait. Il y a encore eu l'exemple de Gabriel Attal qui est allé se confier chez le chairman sur l'émission We Hustle, donc une émission qui est diffusée sur YouTube, qui a l'habitude de recevoir généralement des artistes et qui là s'est converti à la politique. Alors, cher chairman, je tiens à vous dire que votre interview était très mal préparé, parce que se faire balader ainsi par Gabriel Attal, qui est quand même l'instigateur de l'uniforme, du retour de l'uniforme à l'école et de l'interdiction de l'abaya, sans avoir rien à lui opposer, franchement, j'étais un peu déçu. Et surtout, ça lui a permis de dérouler de tapis rouge de ce qu'il avait envie de dire, sans aucune contradiction. On a Édouard Philippe qui va se retrouver, ou qui a déjà enregistré, il me semble, Génération Do It Yourself, donc un podcast qu'on connaît tous, puisque Emmanuel Macron y était allé répandre sa pensée complexe il y a 1 an ou 2, il me semble. Et en fait, on n'est pas au bout du chemin. On a aujourd'hui Sam Zira, par exemple, qui lui émane de la télé-réalité, mais se rend finalement à interviewer des politiques. Et on a un peu ce mélange des genres qui est en train de s'organiser, qui moi me déstabilise énormément, parce que j'ai perdu, alors je suis peut-être un boomer en le disant comme ça, mais j'ai perdu mes repères politiques. Là où avant, j'avais cette habitude du JT, de la grande interview, de la belle émission. L'heure de vérité. L'heure de vérité, ou 7/7. Et qui revient d'ailleurs à la rentrée, parce que c'est la meilleure recette possible, tout simplement. Donc voilà, là on est en carte sur table aussi à l'époque. Bien sûr. On est en train de courir après un électorat qui je ne suis pas sûr soit réellement intéressé par la politique, et qui est aujourd'hui accoutumé à de nouvelles formes de médias. Aujourd'hui, pour moi, celui qui les maîtrise le mieux, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà pris ce virage il y a déjà 2-3 ans. Et pour ceux qui essayent de s'y mettre aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on ne fasse que creuser le trou qui est le nôtre. Françoise Degois. Oui, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision tout à fait pessimiste du podcast. D'abord parce que vous parlez des podcasts, des influenceurs, les politiques qui s'allongent à contre-courant sur des divans qui sont pas conventionnels, c'est vieux comme le monde. J'ai le souvenir de Ségolène qui casse la baraque en s'allongeant justement sur le divan d'Henri Chappier. J'ai ce souvenir de François Mitterrand, il y a 20 ans. J'ai le souvenir de François Mitterrand qui casse tous les codes en répondant à Yves Mourouzi, qui s'assied sur son bureau à l'Élysée. Non, et laissez-moi finir. Sam, laissez-moi finir. Sur Mourouzi, juste un petit détail. Samuel, je voudrais terminer. Mourouzi avait besoin de Mitterrand pour survivre à ce moment-là. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Tout le monde a besoin de tout le monde. Donc je pense qu'il n'y a rien de neuf en fait sous le soleil. Je pense que c'est une adaptation à la façon de consommer l'information maintenant qui est comme ça. Moi, je m'amuse souvent quand je dis mon compte Twitter en fait est devenu un média à part entière. J'ai plus de 100 000 abonnés, ok. Et je fais des éditos sur mon compte Twitter. Quand je fais un
édito, il est vu par 500 000 personnes. Voilà. Si je fais une émission de radio ou une émission de télé sur n'importe quelle chaîne info, 500 000 personnes, c'est des scores apocalyptiques. Énorme. Pour une chaîne info, c'est énorme. Ça tourne entre 100 et 120 000. Quel intérêt? Donc, parce que les gens, finalement, s'informent comme cela. Mais je ne crois pas que ça entraîne une dégradation du fond. Vous parlez des influenceurs. Moi, je peux vous parler de podcasts. Regardez, Hollande fait des podcasts super intéressants sur la situation internationale. Mais non, mais je pense que... voilà. François Hollande va faire le podcast du Monde ou de Libération. Mais non, mais on s'en fout. Lui-même en fait lui-même. Il en produit lui-même. Et il s'est entouré de Le Monde et de Libération pour les produire lui-même. Mais c'est pas le sujet. C'est que je pense quand même qu'on va rester dans le cadre. Il y a rien de plus puissant que la grande messe des 20h quand vous êtes candidat à la présidentielle. Rien de plus puissant. Moi, aujourd'hui, François, forcément. François, on va faire réagir François ou Zigo. Je me situe entre vous deux, pourtant je suis pas centriste à la base, je vous assure. On dit ça. Néanmoins, je suis peut-être un peu boomer quand même. Vu votre âge, non. Bah oui, mais je me le sens quand même un petit peu. Moi, j'ai démarré la politique, c'était Facebook. Facebook a démarré quasiment en même temps que moi. Je précise, reste le réseau le plus lu au monde. Les gens qui oublient Facebook ont tout à fait tort. Néanmoins, c'est encore le réseau. Si vous voulez vous adresser à tous vos électeurs, et c'est ce que cherchent à mon avis tous les politiques actuellement, que ce soit localement ou nationalement, il faut avoir une tranche d'âge assez large. Et à mon avis, les podcasts, et malheureusement, et je donne des cours aussi dans une école de communication, c'est ce qu'écoutent les jeunes. Voilà. Ils vont plus sur Facebook, ils lisent pas Le Monde, ils lisent pas Le Point, ils lisent pas l'Express, ils lisent pas Le Figaro, ils lisent pas l'Humanité, etc. Donc faut vivre avec son temps, faut le faire. C'est générationnel. Ce que je reproche à certains candidats, suivez mon regard, et c'est souvent sur les côtés un peu extrêmes, c'est qu'ils font quasiment que ça pour aller draguer des jeunes qui s'informent de manière très rapide en 30 secondes. Mais qui votent peu. Qui votent peu, mais qui peuvent aller sur ils votent pour Mélenchon. Ils votent énormément pour Mélenchon. Ils peuvent aller sur une réaction épidermique, voter juste parce qu'ils ont été convaincus en 30 secondes. Ce qui est dommageable, et c'est là où je rejoins Samuel, on ne traite pas de sujets comme celui qu'on a traité précédemment ou d'autres sujets en 20 secondes, en 30 secondes. Et les spécialistes de ça, c'est quand même l'ami Mélenchon, l'ami Bardella et de plus en plus l'ami Attal. Je ne suis pas d'accord. Jean-Luc Mélenchon travaille énormément ses podcasts et c'est toujours des podcasts de fond là. Honnêtement, vous ne regardez pas assez. C'est une des rares. Non, je ne veux pas regarder. Je reconnais que je regarde pas Mélenchon. Travailler justement les nouveaux médias qui étaient en train d'émerger. Ce qui n'est pas le cas de Jordan Bardella qui travaille que le 30 secondes sur TikTok. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Allez, on passe au seul contre tous de Françoise Degois. Et pour vous, la gauche peut gagner la présidentielle. Alors j'ai bien dit la gauche hors Mélenchon. C'est-à-dire que moi, je l'ai dit, j'ai fait mon édito lundi matin. La réussite de Mélenchon à Saint-Denis est tout à fait indéniable. Il est évidemment le plus grand orateur aujourd'hui de la vie politique française. Il n'y a rien à l'enlever. C'est un type qui est capable de passer des rois de France, si vous voulez, à la conquête spatiale en 10 secondes, sans que ça heurte personne, parce que tout est fluide. Voilà. L'art oratoire, c'est pas de la communication. Ça dit aussi la densité qu'on a et la construction politique qu'on a. Donc, une fois qu'on a posé cela, Jean-Luc Mélenchon draine des gens, draine énormément de jeunes. Une fois qu'on a posé cela, il a une équation qui est insoluble de mon point de vue. C'est-à-dire, ce qu'on a vu dimanche, c'est quand même l'écrin de l'électorat protestataire. Et on sait combien il pèse depuis toujours. Il pèse 10%. En gros, à la louche, voilà, c'est 10%. Et Jean-Luc Mélenchon a besoin d'élargir, ok ? Il a besoin d'élargir. Son équation est insoluble car depuis le 7 octobre et depuis tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, en réalité, il a tellement cranté dans l'opinion des choses négatives sur le fait, qu'il est la personne la plus détestée avec Éric Zemmour. Et c'est quasiment impossible, selon moi, d'effacer et de passer, malgré ce qu'on dit de la mémoire de poisson rouge des gens, il y a des choses très profondes qui sont crantées. Voilà pourquoi je dis que la gauche hors Mélenchon peut gagner, parce que dans la mesure où elle aura la sagesse, je dis bien la sagesse, et ça n'est pas gagné, inutile de ricaner de ce côté-là, si elle a la sagesse de désigner le bon candidat, c'est-à-dire le candidat qui va faire toute l'union hors Mélenchon et qui va être capable d'enclencher le vote utile, à partir du moment où ce candidat, déjà cette gauche-là, elle pèse 16 à 17% au départ. Si elle enclenche le vote utile et qu'elle prend un peu, elle peut être au second tour. Mais qui c'est qu'il est le bon candidat pour je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je vais faire un morphing. Il faudrait un homme d'expérience qui a déjà connu la fonction. Alors voilà, mais lui c'est un peu le passé. Limite, il en reste lui c'est un peu le passé aussi, il faut un morphing, il faut quelqu'un qui ait les qualités presque, rêveuses et poétiques de Raphaël Glucksmann, la puissance de la fonction
l'union de François Hollande et la puissance de l'union de Olivier Faure et un peu de folie de Marine Tondelier. Voilà, ça fait les 4, ça doit donner quelqu'un, je sais pas qui. Déjà, une veste verte peut être un plus. François Ossillon. Je rappelle à Françoise qu'on est en juin 2026, on est dans moins d'un an. On a du temps. 10 mois. Bah, moi, je trouve que ça y est, le calendrier va très, c'est très, pas très, vrai. très vite. Emmanuel Macron a jailli en décembre 2016. En gros, demain, c'est la rentrée de septembre. Moi, en fait, mon seul contre tous, même si je l'ai pas proposé, c'est de vous dire qu'il y aura ni primaire à gauche, ni primaire à droite. Ça va être une bataille des égos à droite et à gauche. Ça va potentiellement, et ça m'inquiète, se terminer en catastrophe. Et on va désigner peut-être à gauche comme à droite un candidat à la dernière minute après Noël. Et il y aura une campagne très courte et ce sera, à mon avis, d'un niveau beaucoup plus médiocre que ça n'a été sur les élections passées. Moi, je ne crois pas du tout. Mais vous pensez que la gauche peut gagner ? Absolument pas. Non, je pense d'abord que ça va pas. Je ne crois absolument pas au comeback en politique, donc François Hollande, c'est même pas la peine d'y penser. Je ne crois pas du tout une minute qu'il y aura des désignations en décembre. Je ne crois pas une minute que ce sera. Je ne crois pas une minute que ce sera une campagne médiocre. Le deuxième candidat ne dépasse pas les 17%. Mais parce que vous n'êtes pas en situation, vous n'êtes pas en dynamique. Vous savez, moi j'en ai fait 2 présidentielles, j'en ai perdu une, j'en ai gagné une. Ce que je vois pour l'instant, et malheureusement les faits actuels le démontrent avec le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le RN, hélas, et ça m'inquiète énormément. Samuel Botton. Alors, à l'instant T, je ne suis pas forcément d'accord avec Françoise. J'aurais pu l'être il y a encore 2-3 mois, je le serai peut-être dans les 2-3 mois qui viennent. Opportuniste. Il faut que l'eau coule sous les ponts. Comme disait Edgar Faure, c'est pas la gémoine qui tourne, c'est le vent. Non, à l'instant T, effectivement, il y a beaucoup trop d'inconnus pour savoir comment ça va tourner. La seule certitude que j'ai, vous l'avez dit, c'est que Jean-Luc Mélenchon en campagne présidentielle, c'est très fort. Et là où je suis pas d'accord avec vous, et ça me fait mal, c'est que j'ai même presque tendance à penser qu'il peut réussir l'incroyable pari de faire oublier tout ce qu'il nous a fait vivre, directement ou indirectement, depuis le 7 octobre. C'est aussi un de ses talents. François, je suis d'accord avec vous aussi sur ce point. J'ai du mal à imaginer une primaire pour la gauche ou pour la droite. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les égos sont beaucoup trop forts, que chacun veut jouer sa carte et que ça va se jouer en dernière minute. Là où, par contre, j'ai de l'optimisme, c'est de me dire que cette campagne de 2027 sera une campagne éclair et que, historiquement, dans l'histoire de la Ve République, les campagnes éclairs n'ont pas été forcément les plus mauvaises. Mais Chirac 95 qui se déclenche en novembre. Elle n'est pas éclair, elle n'est pas du tout éclair. C'est sa remontada. C'est sa remontada qui est éclair. C'est plus la remontada qui est éclair. Il recommence à monter en février après son discours. À la mort de Pompidou, c'est ce qui permet à Giscard, il me semble. C'est surtout la grosse gaffe de Chaban-Delmas qui annonce sa candidature alors que Pompidou n'est même pas enterré. Je pense que ça lui a coûté très cher. Vous avez été libre au film de Raymond Depardon avec la magnifique campagne éclair. Non, je connais beaucoup plus Raymond Depardon comme photographe que comme cinéaste. Mais non, il a fait un film merveilleux sur cette campagne de Valéry Giscard d'Estaing qui est hors norme, ce film. Avec dans la Ve République, tout ça pour dire, une campagne éclair, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et ça peut amener des débats construits sur des grands piliers, des grands thèmes stratégiques. Ce que d'ailleurs fait Gabriel Attal d'une certaine manière. Il a sorti 5 piliers. Alors on n'a pas le fond derrière, mais on sait que le mec a 5 piliers. Je comprends toujours pas où il habite, mais c'est pas je sais pas les piliers de quelle maison. Change de place dans la maison. Je vous ai dit les piliers se déplacent tout seuls. Donc la maison forcément est un peu et bancale. avec, il y a des tapis volants dans la maison en plus. De temps en temps, il prend un tapis volant. Non mais t'arrêtes avec ton tropisme d'Attal, toi. Est-ce que tu peux te mouiller, Françoise, je te dis mouille-toi un peu une minute. Il t'annonce 5 piliers. Je te dis qu'il n'y a pas de fond derrière. Mais je sais très bien, merci. Je sais lire la politique. Sur une campagne éclair, d'arriver de dire voilà, les priorités, ça doit être éducation, pouvoir d'achat, ce que fait d'ailleurs Marine Le Pen depuis bientôt 10 ans. Pouvoir d'achat, sécurité, ça et ça. Et tu te trompes sur la campagne éclair. Tu te trompes sur la campagne éclair. On verra ça dans les grandes priorités, tout le monde est d'accord. Justice, sécurité, mais c'est comment on fait derrière. Et là, pour l'instant, il n'y en a aucun qui. Écoutez, moi, je pense que c'est Vas-y. À part peut-être, s'il vous plaît. Je voulais vous poser une question. Est-ce que les candidats qui se sont déjà déclarés sont partis trop tôt, comme vous pensez que ça va se jouer sur une campagne éclair? Alors, moi, je pense... Il y a 30 candidats, je crois. Non, écoutez, vous savez, ça finira de la même manière, parce que à chaque présidentielle, c'est comme ça. J'ai le souvenir qu'il y a quelques années, en 2022, vous vous souvenez, la pléthore des candidats, on faisait déjà des papiers là-dessus. Ça va évidemment se rétrécir. Réduction candidatum. Ça va se rétrécir. Pourquoi? Parce qu'il y aura une question simple. Là, tout le monde revendique un héritage. Alors qu'en 2022, il y avait un sortant qui pouvait se finir. Non, mais on s'en fout. On s'en fout pas, mais ça non, change la mais on donne. s'en fout.
surtout dans la mesure où c'est une campagne de transition et c'est normal qu'il y ait autant de candidats. Il y en aura évidemment moins sur la ligne d'arrivée. Il va y avoir un phénomène de réduction qui sera lié à l'argent. Donc je n'ai aucune inquiétude sur le mais ça va se décanter, c'est évident. Aucune inquiétude. Permettez-moi de vous faire une remarque à Rémi André. Une campagne éclair, ça va être du tonnerre. Tout de suite, dans quelques instants, on va retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en raison des risques d'incendie. Suite à la canicule, il y a déjà eu un incendie là entre Sète et Béziers, au point qu'on a dû arrêter le trafic ferroviaire. On retrouve Éric Brocardi dans quelques instants et juste après, évidemment, une très bonne affaire à faire avec notre ami Flavio. Restez bien avec nous et les vraies voix.